bienvenue à tous. Je suis Véronique, je suis comportementaliste et j'ai à cœur de vous partager ma vision du chien basée sur l'éthologie canine en invitant des spécialistes pour vous aider à mieux comprendre votre chien. Aujourd'hui, nous allons recevoir Charlotte Waran, qui nous vient de Belgique et sa société c'est Waf the Fuck. Donc on attend qu'elle se connecte et ça vous permet également de nous rejoindre tranquillement. N'hésitez pas, bien évidemment, si vous avez des questions à les poser pendant le live, vous êtes les bienvenus. Et puis j'attends là juste que Charlotte se connecte. On va me tendre un petit moment. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien également. Je vois que Charlotte vient d'arriver. Bienvenue, merci de nous rejoindre. J'attends que Charlotte... N'hésitez pas à intervenir. Merci Arnaud pour le son. N'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez, posez vos questions. On va essayer de partager sur ce thème. Bonjour Charlotte, bienvenue. Bonjour. Tu m'entends bien? Écoute, on t'entend très bien, on te voit très bien. Tu nous vois et tu me vois et tu m'entends? Je te vois et je t'entends. C'est magnifique. Bon. Alors, super. Merci beaucoup Charlotte d'avoir accepté mon invitation. Et le thème, c'est l'adoption. Alors, on va un peu balayer ce thème, l'adoption en refuge, en élevage, etc. Avant tout, je t'invite à te présenter, Charlotte, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Bonjour, je m'appelle Charlotte. Moi, je suis depuis toujours passionnée par le monde du chien. J'ai toujours eu des chiens, comme on dit souvent. Mais c'est vraiment ma dernière qui est arrivée qui m'a fait remettre en question beaucoup de choses que je pensais savoir, parce qu'elle était différente. Donc, en fait, j'ai dû trouver une approche différente et j'ai commencé à me former à ce propos. Et voilà, je me suis lancée comme en tant que professionnelle dans le milieu du chien depuis quelques mois maintenant. Et j'essaye de proposer du contenu sur Instagram, YouTube et Facebook, accessible, j'espère, à beaucoup de gens et gratuit pour essayer justement que les gens puissent avoir la prise de conscience que moi j'ai eue. Et d'ailleurs, je partagerai en lien, il y a une super vidéo, je vous invite vraiment tous à aller la voir, pas tout de suite, mais plus tard, aller la voir sur l'élevage. C'est vraiment une vidéo spécifique à l'élevage et qui est fournie, qui est très complète, vraiment, on apprend beaucoup. Donc, je vous la mettrai en lien dans le replay. Et effectivement, il y a aussi une dernière vidéo qui m'a beaucoup plu sur la cage avec des données scientifiques que j'invite également les personnes à découvrir. Alors, on va commencer sur ce thème. Déjà, avant d'adopter, quelles questions faut-il se poser? Et moi, je dirais que la première question à se poser quand on veut adopter un chien, que ce soit un chiot, que ce soit un chien adulte en refuge, peu importe, c'est déjà de savoir est-ce qu'on a la place dans notre vie pour avoir un chien. Alors, place, je ne parle pas de place physique, je ne dis pas est-ce qu'on a un panier ou quelque chose. C'est vraiment est-ce qu'on a déjà du temps à consacrer à notre chien, parce que le chien, c'est un animal social. Donc, la solitude, c'est quelque chose qui va vivre vraiment difficilement. Donc, a priori, il devrait pouvoir être seul le moins longtemps possible. Et puis, c'est pas un objet, c'est pas un bibelot qu'on va avoir dans la maison et qui va décorer. C'est un être vivant, sensible, dont il va falloir s'occuper, qui doit pouvoir faire des choses pendant ses journées. Il va falloir aller le promener, ce genre de choses. Donc, la première chose à se demander, c'est est-ce que c'est le bon moment pour adopter un chien? Est-ce que j'ai de la place pour lui, du temps à lui accorder? Alors, il faut se poser la question, est-ce que j'ai du temps maintenant? Mais il faut aussi pas oublier qu'un chien va vivre en moyenne entre 10 et 15 ans.
Donc, quels sont mes projets à plus ou moins long terme qui font, est-ce que dans 10 ou 15 ans, j'aurai toujours la place pour adopter un chien? Il y a toujours un peu cette question qui est délicate, mais est-ce que je peux adopter un chien si je travaille, par exemple? Est-ce que si j'ai déjà des enfants en bas âge dont je dois beaucoup m'occuper, est-ce que c'est une bonne idée d'adopter un chien? Enfin, tout ça, c'est des questions. Moi, j'ai pas la réponse. C'est des questions que chacun doit se poser, mais à laquelle des questions auxquelles il faut vraiment réfléchir sérieusement, parce que c'est pas un acte anodin d'adopter un chien. C'est vraiment un être vivant qui va intégrer notre famille. Les autres questions à se poser, évidemment, donc il y a le temps, mais il y a d'un côté financier, un chien, ça va coûter de l'argent. Au-delà de l'adoption, que ce soit en refuge ou en élevage, il faut penser déjà à lui fournir une nourriture de qualité à notre chien. La nourriture, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Ce à quoi je ne pensais pas spécialement il y a quelques années, et c'est une réflexion qu'on n'a pas suffisamment souvent, mais l'impact de la qualité de la nourriture sur le comportement et sur le bien-être des chiens, c'est vraiment important. Il suffit de penser à nous, comment on se sent quand on a mal au ventre, par exemple, parce qu'on ne digère pas bien quelque chose, ou si on a faim, parce qu'on ne retrouve pas dans notre nourriture les nutriments qui sont vraiment nécessaires au bon fonctionnement de notre corps. Donc l'argent de la nourriture, c'est quelque chose du quotidien. L'argent pour les soins, que ce soit les soins vétérinaires ou aller. Moi, je trouve que c'est vraiment essentiel de faire une visite ostéopathe au moins une fois par an avec son chien, mais c'est quelque chose qui coûte aussi. L'argent pour le matériel de balade, donc un harnais, une longe, ce genre de choses, ou matériel pour les activités, si on veut pratiquer une activité avec son chien, par exemple du main-training ou quelque chose, de l'argent pour des mastications ou des friandises. Enfin, c'est un budget, un chien, et c'est quelque chose qui doit être pensé avant. On peut pas avoir le chien et puis se dire, bah mince, maintenant, comment je fais pour l'entretenir? C'est pas possible. Mm. Je pense aussi dans les questions à se poser, il faut se demander, parfois on adopte un chien au mois de janvier et puis arrive l'été, le mois de juillet, août, mais qu'est-ce qu'on fait du chien pendant nos vacances? Ça aussi, ça a un impact. Est-ce qu'on continue à partir en vacances ou pas? Est-ce qu'on prend le chien avec nous en vacances? Est-ce qu'on va être obligé de placer le chien quelque part et où? Parce que forcément, cette fracture avec sa famille pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, c'est quelque chose qui est violent émotionnellement. Que parfois c'est des choix parce qu'on aime l'esthétisme, et je comprends, d'un chien, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut savoir sur ça, sur les races? Mais alors, le choix de la race, c'est effectivement un des critères à réfléchir avant d'adopter son chien, c'est clair. Mais pour plusieurs raisons. Déjà, alors on est bien d'accord, tous les chiens ont les mêmes besoins, d'accord? On parle souvent des besoins des chiens, donc les besoins physiologiques liés au corps, manger, boire, dormir, etc. Tous les chiens ont besoin de se sentir en sécurité, tous les chiens ont des besoins sociaux, tous les chiens ont besoin de faire quelque chose de leur vie et d'avoir du contrôle un peu sur leur existence. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est commun. Maintenant, il faut bien se dire qu'en dépit de ces besoins communs, la sélection génétique qu'on fait sur des races, parfois depuis des centaines d'années, fait qu'il y a certains chiens qui vont avoir, certaines races qui ont des spécificités. D'accord? Et ces spécificités, en fait, ils ont été sélectionnés pour des choses qui sont à la base des qualités. Je prends un exemple que moi je connais bien parce que j'ai des chiens de berger. Donc, le chien de berger a été sélectionné justement pour son hypervigilance, pour sa réactivité au mouvement, pour pouvoir être justement au taquet et pouvoir intervenir le plus rapidement possible sur le troupeau. Ça, c'est des qualités pour ce qui va être travail au troupeau, mais qui pourraient devenir des défauts si on n'y fait pas attention dans le cadre d'un chien qui vit dans une famille. Puisque forcément, le mouvement, ça va être quelque chose qui va être difficile pour ce genre de chien. Donc, sans partir vraiment sur du racisme et dire telle race a tel problème de comportement, ça c'est tout à fait faux, parce qu'un chien est un individu et ça va dépendre de beaucoup d'autres choses que de la génétique, mais il faut quand même le prendre en considération. Moi, je vois beaucoup dans les bilans que je fais des familles avec des jeunes enfants et qui ont adopté un berger australien, par exemple. Parce que le berger australien, esthétiquement, ben, c'est un nounours, c'est sympa, ça a les oreilles qui tombent, les chiens qui ont les oreilles qui tombent, ça fait toujours plus chien de famille, et qui ont des soucis parce que quand leurs enfants courent, le berger australien court derrière et va pincer. Mais c'est quelque chose qui peut aussi trouver une origine dans la sélection de ces races-là. Donc l'impact du choix de la race,
C'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et pour ça, il faut se renseigner dans plein d'endroits. On peut trouver des informations dans les clubs de race, on peut trouver des informations sur Facebook. Maintenant, il y a plein de groupes de race, donc pour essayer de voir un petit peu euh, à quoi on peut s'attendre, sans oublier, je le répète, que chaque chien est un individu unique. Donc, on peut tout à fait avoir un berger malinois qui ne réagit pas quand on court, ou un chien de Saint-Hubert qui se promène sans laisse dans les bois sans partir sur du gibier. C'est tout à fait possible. Mais ce sera probablement moins fréquent. On va en parler, Olivier, des chiens éventuellement qu'on peut trouver en refuge, les croisés. Euh, oui, du coup, j'allais dire quelque chose et ça m'a échappé. Ah oui, par rapport au renseignement, je te rejoins et peut-être je dirais de choisir un comportementaliste qui a même sur le choix de la race, parce que malheureusement, il y a un peu des clichés sur certaines sociétés, je vais pas les citer, mais les clichés sur certaines races. Euh, en fait, un comportementaliste canin comme toi, mis à jour, qui a les connaissances, va connaître beaucoup plus de particularités et surtout, effectivement, pour pas faire d'erreurs qui vont entraîner que les comportements peuvent se révéler, alors que si les besoins sont comblés et que le lien est là, peut-être, comme tu dis, c'est pas écrit sur la pierre et que ça sera un individu qui va s'adapter aussi. Donc, alors, que faut-il préparer avant l'arrivée d'un chiot ou d'un chien adulte? Mais déjà, je pense que moi, l'arrivée, que ce soit d'un chiot ou d'un chien de refuge, ça se fait avant que le chien soit là, effectivement. Et l'une des premières choses qu'on peut faire, qui est vraiment très bête et à laquelle on pense malheureusement pas souvent, c'est ce qu'on appelle un pont d'odeur. Donc le pont d'odeur, c'est tout simple, c'est prendre un tissu, un t-shirt, n'importe quoi, un jouet pour chien par exemple, qu'on va garder sur nous dans la maison ou à proximité de nos autres animaux par exemple, pour le charger de toutes les odeurs du nouvel endroit où va débarquer le chien. Parce que ce soit un chiot ou un chien de refuge, ce changement d'environnement, c'est quelque chose qui peut créer un stress. Ça va être perturbant. Même si, dans le cas du chien de refuge, on arrive dans un environnement qui est plus positif, mais n'empêche qu'une modification environnementale, c'est quelque chose qui est stressant. Il faut savoir que le sens principal du chien, ce avec quoi il comprend le plus le monde, c'est son odorat. C'est pour ça que le pont d'odeur est vraiment hyper important. Donc on prend ce tissu, ce jouet, quoi que ce soit, et on peut du coup l'apporter à l'endroit où est le chien actuellement. De la même façon, si c'est un chiot, par exemple, eh bien, ce jouet ou ce tissu qui sera resté à l'élevage, qui va se charger de toutes les odeurs, de la mer, de la fratrie, etc., va pouvoir revenir à la maison et ça permettra aussi de faire une liaison, encore une fois, une liaison d'odeur. Donc ça, c'est vraiment une chose, une chose très simple qui peut être mise en place et qui peut souvent faciliter la transition pour un chien. Okay. Oui, les autres choses à préparer aussi, ben, déjà, au-delà de ça, euh, des congés, prendre des congés, ça peut sembler idiot, et pas 2, 3 jours de congés, c'est pas suffisant. Il va falloir du temps, surtout si on choisit un chiot. Forcément, un chiot demandera plus de temps et plus de patience qu'un chien adulte de refuge. Donc du temps à consacrer à cet individu qui arrive et qui va être complètement perturbé, de la patience, ce genre de choses. Il va falloir prévoir peut-être à l'avance le matériel pour pas se retrouver démuni, avoir euh, de quoi des couchages, tout simplement, des paniers pour qu'ils puissent se, se poser en toute sécurité. Donc j'insiste sur le mot panier quand je parle de couchage, pas de cage ou quelque chose comme ça. Bien se dire que même si c'est un chien adulte, ça vaut la peine peut-être de passer quelques nuits avec lui au début. Si c'est un chiot, il faut passer quelques nuits, je vais être plus catégorique pour les chiots, mais quelques nuits avec lui au début pour qu'il se sente rassuré. Euh, donc voilà. Quoi préparer encore ben, matériel de balade, réfléchir au transport. Comment est-ce qu'on va transporter ce chien? Dans notre coffre? Est-ce que on a aménagé le coffre? Qui sera présent? Si on a un chiot, par exemple, il peut éventuellement voyager sur les jambes de quelqu'un pour que le voyage soit un peu moins difficile. Mais alors, il faut prévoir d'aller à plusieurs personnes, ce genre de choses. Prévoir d'aller voir le chien à plusieurs reprises avant, surtout si s'il y a un autre compagnon à 4 pattes. Voilà. Ok, bienvenue
bienvenue Romy, tu nous fais coucou. Oui, alors je te rejoins et moi ce que j'avais fait, j'avais amené la caisse de transport. Et effectivement, une petite parenthèse, la cage n'est absolument pas un outil d'apprentissage de la propreté. La cage, c'est éventuellement pour le transport et c'est tout. Voilà. Et donc oui, moi j'avais amené la caisse de transport chez l'éleveuse. Et du coup, toute la fratrie s'est baladée, la mère est rentrée au milieu du salon, c'était un petit élevage. Et du coup, on est reparti avec la caisse et bien sûr, toutes les odeurs. Donc ça avait été top et effectivement, il n'y avait pas eu du tout d'anxiété, sûrement aussi grâce à C'est ça. super Alors, aidé. Alors, as-tu une piste de réflexion à nous partager? Ici, le but n'est pas de dire qu'on est pro-élevage ou pro-refuge. C'est pas le but de cet entretien. Mais justement, as-tu une piste de réflexion à nous partager sur le choix d'adopter dans un refuge ou plutôt dans un élevage? Alors, je suis d'accord avec toi. L'objectif, c'est pas de dire il y en a un qui est mieux que l'autre. Ou un qui serait plus éthique que l'autre. Enfin, moi, je n'oppose vraiment pas les deux choix. Ce sont des choix à part entière et qui sont valables. Et parfois, c'est un peu dommage. On peut lire souvent que si on adopte dans un élevage, en fait, c'est pratiquement comme si on emmenait nous-mêmes un chien dans un refuge. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de lien entre adopter dans un élevage et abandonner un chien. Donc les chiens de refuge, ce sont des chiens qui ont été abandonnés. C'est pour ça qu'ils sont dans le refuge. Et il peut même y avoir des chiens qui ont été adoptés en refuge et qui sont réabandonnés. Donc, pour moi, on peut être quelqu'un de tout à fait responsable et choisir d'adopter dans un élevage pour des raisons X ou Y. Même si parfois, on va choisir d'adopter dans un élevage pour des raisons qui n'en sont pas. Parce qu'on entend souvent aussi, je vais prendre un chiot plutôt parce que comme ça, c'est un peu comme Dieu, je le ferai à mon image. Alors ça, il faut sortir ça tout à fait de sa tête. Non, on ne fait pas son chien à son image. Un chien, c'est pas une page blanche, c'est pas une boule de pâte à modeler qu'on va pouvoir manipuler à notre guise, même si on l'adopte très jeune. Non, le chien, il a déjà une génétique, on en a déjà parlé. Et puis le chien, il a déjà vécu tout un tas d'expériences précoces avant qu'on l'ait adopté. Donc le chien, il a un capital de départ, si on veut, qu'il soit chiot ou qu'il soit chien adulte. Donc voilà, c'est pas une page blanche, même si on prend un chien. De la même façon, parfois, si on prend un chien adulte, il y a déjà une partie de son tempérament qui est plus ou moins connue, même si je prends des pincettes, hein, parce que évidemment, le comportement d'un chien quand il est dans une cage, dans un refuge, il peut être parfois très éloigné du comportement de ce même chien une fois qu'il est dans sa famille. On va avoir des chiens qui peuvent être par exemple hyper excités à cause du stress, de l'enfermement, de la densité sociale, etc. Et qui, quand ils arrivent à la maison, vont être totalement apaisés. Ou à l'inverse, on peut avoir des chiens sur qui le refuge aura un effet inhibant. Tellement ils sont en stress, ils vont être inhibés. Et quand ils arrivent à la maison, eh bien, ils vont être beaucoup plus expansifs. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Néanmoins, le caractère est quand même peut-être un peu plus stable sur un chien adulte, tandis qu'un chiot, il va passer par toute une série d'étapes dans sa vie avant d'obtenir sa personnalité réelle. De la même manière, si on réfléchit, un chiot, adopter un chiot, c'est quelque chose qui va demander, moi je pense, c'est mon point de vue personnel, hein. C'est pas la science infuse là qui parle, voilà, mais ça demande beaucoup de temps, peut-être plus de temps qu'un chien adulte, pour la simple et bonne raison que généralement on va adopter un chiot vers l'âge de 2 mois, éventuellement 3 mois si on a de la chance et que l'élevage le garde plus longtemps. Mais il faut savoir que chez le chien, la période d'attachement primaire, donc la période d'attachement primaire, c'est une période pendant laquelle, idéalement, le chien devrait rester avec sa mère et sa fratrie. À l'état sauvage, les chiots restent longtemps avec leur mère et leur fratrie et ne commencent à s'éloigner que vers l'âge de 4-5 mois. Donc idéalement, avant l'âge de 4-5 mois, le chiot ne devrait jamais rester seul, ni la journée ni la nuit, parce que il est encore en période d'attachement primaire, donc il a ce besoin d'avoir une présence sécurisante et rassurante en permanence. Du coup, si on prend un chiot, il faudrait pouvoir être là pendant ces 4-5 premiers mois de vie. La transition sera peut-être plus rapide avec un chien de refuge qui sera déjà adulte. Et je reprends ce que tu disais, que le chiot n'est pas une page blanche.
Par exemple, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail une chienne stressée par des conditions, par exemple, animalerie, salon du chiot, toutes ces choses-là. Donc, la femelle, on peut supposer qu'elle est stressée. Qu'est-ce qui peut se passer? Comment ça peut se transmettre au chiot? Mais déjà, avant la naissance du chiot, donc pendant la gestation, il y a tout un tas de choses, et notamment les hormones qui passent à travers le liquide amniotique, donc qui sont transmises de la mère au bébé. Et donc, quand on est stressé, il y a des hormones qui sont délivrées, notamment le cortisol, si on veut vraiment simplifier les choses, et ce cortisol va pouvoir se transmettre de la mère au bébé. Donc, une chienne qui est stressée pendant sa gestation, elle va transmettre ce stress aux chiots qui sont en formation à l'intérieur d'elle, avant même la naissance. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est important, parce que le stress, c'est quelque chose qui a un impact très fort sur le développement du cerveau. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui est anodin. De la même façon, après la gestation, une fois la naissance du chiot, cette mère stressée aura aussi un impact. Parce que même s'il n'y a plus de lien physique via le liquide amniotique, il y a quand même un espèce de lien mental qu'on va appeler, enfin c'est une contagion émotionnelle qui va se faire de la mère au chiot. Donc les chiots vont pouvoir ressentir le stress de la mère. Et ce stress, ils vont le faire leur. D'accord? Et puis au-delà de ça, au-delà de ressentir le stress de la mère, ça semble assez évident que une chienne qui va être stressée, qui va être apeurée, qui va être angoissée, aura probablement moins de patience pour s'occuper de ses chiots, donc elle va peut-être s'en occuper avec peut-être un peu moins de bienveillance, ou elle va s'en occuper un petit peu moins. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est important. Il y a même des pistes de réflexion que je trouve qui, moi, sont très importantes en élevage, mais pour avoir discuté avec plusieurs éleveurs de races différentes, euh, certaines chiennes, si elles ont été forcées pendant l'accouplement, donc que ce soit par insémination artificielle ou parce qu'on a tenu la chienne pour que la saillie se fasse, euh, ne vont pas s'occuper correctement de leur chiot. Donc il y a des chiennes qui refusent de s'occuper des chiots, ou il y a des chiennes qui vont parfois faire preuve de violence éducative au niveau des chiots. Donc c'est tout un tas de choses qui ont vraiment un impact. Le stress de la mère et même le stress des autres adultes, c'est pas quelque chose qui est anodin. Il y a une vidéo qui circule comme ça, je crois que c'est un labrador une labrador qui est excédée. Et voilà, et c'est mal traduit. On dit, bah, voyez l'autorité d'une femelle avec ses petits. En fait, on sent qu'elle en peut plus. Et donc, c'est très intéressant. Et c'est encore une fois comment on va lire ça, comment Monsieur Tout-le-Monde va s'approprier les connaissances. Donc voilà, c'est important qu'on en parle. Alors, si on a déjà d'autres animaux dans le foyer ou des enfants, est-ce que ça va être plus simple d'adopter un chiot, un chien de refuge? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les foyers multi-animaux ou même multi avec des enfants? Alors, je peux juste rebondir sur ce que tu as dit à propos de la vidéo sur la labrador, et puis je reviens sur ta question. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, dans l'esprit peut-être de monsieur et madame tout le monde, une chienne éduque ses chiots, pardon, en les recadrant, un lapsus, en les recadrant, alors que non, généralement, elle va plutôt utiliser l'ignorance face au comportement indésirable et pas l'action, la violence pour éduquer ses chiots. Donc, si on voit une chienne qui va, ce qu'on appelle recadrer un chiot, généralement, c'est pas quelque chose qui est positif pour le chiot. Donc, si je reviens à ta question que j'ai oubliée, du coup. Merci pour cette précision. Et t'inquiète pas, j'appelle ma nièce Yes, et Yes, je l'appelle Solène. Donc, bienvenue au club des lapsus. Donc oui, s'il y a d'autres animaux ou justement des enfants, alors attends, je lis juste un petit commentaire. Merci de soulever tout ça. Je me bats contre l'insémination et les saillies forcées en expliquant que le rôle de maman commence à cet instant-là. Donc effectivement, c'est une éleveuse de rasier qui nous partage son expérience. Merci beaucoup. Et je vais reprendre pour la troisième fois la question. Donc, si on a des enfants ou d'autres animaux, est-ce que c'est plus simple? Comment on manage tout ce petit monde-là? D'accord. C'est plus simple de prendre un chiot ou un chien de refuge, c'est ça? Oui. Alors, honnêtement, c'est pas forcément plus simple de prendre un chiot.
On pourrait dire, bon, ben, chien de refuge. On voit souvent dans les chiens de refuge, dans les annonces pour les chiens de refuge, OK chien, OK chat, etc., pas OK chien. Assez régulièrement, d'ailleurs, on va voir, c'est pas OK chien, pas OK chat. Et ça va parfois très vite pour catégoriser les chiens en disant, OK, ils sont réactifs congénères. À savoir que ces tests sont parfois biaisés par l'endroit dans lequel ils sont réalisés. C'est-à-dire que si on teste un chien pour voir ses interactions avec les autres chiens dans un refuge, qui est un endroit qui est extrêmement anxiogène. Il y a trop de chiens, ça aboie, les conditions sont ce qu'elles sont. Malheureusement, les refuges, c'est pas du tout une critique sur les refuges. Évidemment, les bénévoles et les refuges font tout à fait ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, mais il n'empêche que c'est pas un endroit idéal pour un chien. Et du coup, on peut avoir parfois des chiens qui vont être catégorisés comme réactifs chiens, alors qu'ils ne le sont pas forcément. C'est juste dans ce contexte précis. Donc, c'est vrai que si on se fie aux annonces de refuge, ça peut parfois, on peut se dire, oula, j'ai déjà un chien, ça va être vraiment compliqué d'adopter un chien de refuge. Je pense que parfois, ça vaut la peine d'essayer de discuter avec les gens du refuge et peut-être de faire des tests avec son propre chien. Mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure des tests, comment tester les ententes, etc. Donc on pourrait se dire, c'est plus facile avec un chiot. Oui, sauf que un chiot c'est un bébé, un chiot ça gère pas ses émotions ou très très peu. Un chiot ça gère pas son excitation, c'est pas tout à fait maître de soi-même. Et du coup, notamment vis-à-vis des enfants, des jeunes enfants, la cohabitation chiot-enfant peut parfois être compliquée puisqu'on est face à deux individus qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions, à qui on peut demander d'être calme à tous les deux, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore possible pour eux. Donc on peut avoir des mordiments, il peut y avoir, si les enfants courent, des poursuites ou ce genre de choses. De la même façon, si on a déjà des animaux, je pense au chat typiquement, euh, ben, un chiot va avoir du mal à gérer ses émotions vis-à-vis du chat de la famille si le chat court. Ce qui sera peut-être parfois plus facile avec un chien adulte qui va être plus posé. Je ne sais pas si ce que je dis est clair ou pas. Oui, 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 oui. Il y a plein de pistes dans ce que tu disais, mais justement, est-ce que un chien de refuge a forcément des problèmes de comportement pour Ah ben non, mais non, malheureusement non, mais il y a énormément de chiens qui se retrouvent en refuge pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leur comportement, pour des raisons de séparation, de déménagement, les enfants ne veulent plus s'en occuper, enfin tout un tas de raisons abscons, mais qui font qu'il y a des chiens qui sont parfaitement équilibrés, qui se retrouvent en refuge, tout à fait, ça c'est évident. et le temps d'adaptation, tu dirais qu'il faut combien de temps? Parce que comme tu l'as dit très bien, et moi pour avoir fait de la pension, il y a des chiens les premiers jours, même en pension dans un contexte où il n'y a pas de stress, où les besoins sont comblés, le comportement peut changer le premier jour pendant un essai par exemple, et quand le chien commence vraiment à prendre ses repères, à avoir confiance, etc., ça peut devenir encore un autre individu. Donc tout ça pour dire, euh, quelqu'un qui adopte en refuge et qu'il y a un comportement qui n'est pas OK pour l'humain, un comportement gênant, combien de temps faut-il laisser au chien, enfin, pour que le chien lâche un peu? La question, elle est hyper longue, je suis désolée. Non, pas de souci. Mais surtout, j'ai pas de réponse parce que ça va dépendre d'un individu à l'autre. Je peux pas donner une réponse formelle et même pas un ordre de grandeur parce qu'il y a peut-être des chiens qui ont un passé qui est vraiment douloureux et pour qui il faudra peut-être plusieurs mois avant d'être à l'aise dans leur nouvelle famille. Il y a des chiens qui ont connu des violences ou soit des violences répétées ou même parfois un traumatisme, c'est une seule fois, mais néanmoins ça a un impact qui est extrêmement fort sur l'individu. D'ailleurs, le traumatisme, c'est quelque chose qu'on peut voir à l'IRM. On voit l'impact sur le cerveau quand il y a un traumatisme. C'est assez incroyable. Et par contre, il y a des chiens qui vont peut-être pouvoir s'adapter à leur nouvelle famille, en quelques jours. Donc, je dirais le temps nécessaire, la patience, se rappeler que on est face à un être vivant, d'accord, pas un objet, que on n'est pas, je rappelle encore pas face à une pâte à modeler et que donc c'est pas à l'humain de modeler le chien pour que le chien soit ce que l'humain voudrait qu'il soit. C'est on part avec un chien qui a une sensibilité, qui a tout un tas de choses et à partir de là, on va essayer non pas de gérer le chien mais de gérer l'environnement pour faire en sorte que l'environnement soit propice au développement optimal du chien. Et donc que le chien se sente bien dans cet environnement et que du coup, le comportement du chien
chien soit adapté à cet environnement. Il faut bien se dire que le chien, c'est un animal social. Donc, l'objectif du chien, c'est de vivre en harmonie avec son groupe social. Parce que si on n'est pas en harmonie avec son groupe social, s'il y a des conflits, pour les animaux, c'est synonyme de mort. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment grave. Donc, l'important pour un chien, c'est d'être en harmonie dans son groupe. Le chien ne va jamais essayer volontairement de créer des problèmes. Donc, à partir du moment où on arrive à trouver, à le mettre dans l'environnement qui est propice à son plein développement, on se retrouve avec des chiens qui n'ont pas de problème, qui sont parfaitement équilibrés. Mais ça peut effectivement demander du temps. Ça peut aussi parfois demander de l'aide, que ce soit pour un chiot ou pour un chien de refuge. Même si c'est pas notre premier chien, parce que parfois pour le premier chien on aura facile à demander, et si c'est pas notre premier chien, on va se dire ben non, j'ai déjà eu des chiens, donc je devrais pouvoir m'en sortir, mais un chien n'est pas l'autre. On peut avoir eu plusieurs enfants et avoir des soucis, par exemple avec le dernier de nos enfants, c'est possible. Donc pas avoir peur de faire le pas, de demander de l'aide à un professionnel qui travaille de façon bienveillante dans le respect du chien, d'accord, le respect de l'humain, bien sûr, mais aussi le respect du chien. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels, t'apprends rien, je pense, qui vont justement travailler sur la pâte à modeler, essayer de plier le chien et généralement, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne fonctionne pas dans le temps, en tout cas, c'est pas durable. Donc, bah justement, on va parler d'élevage. On va un peu faire un focus sur l'élevage. Et qu'est-ce que ça t'inspire, hein, l'éthique dans un élevage? Ben, l'éthique, c'est beaucoup de choses. Déjà, je pense qu'il y a une question de choix de sélection. Quand on est éleveur, c'est notre responsabilité de savoir sur quels critères on va choisir les reproducteurs, les mâles, les femelles, etc. Est-ce qu'on va choisir sur des... Alors, moi, je trouve qu'il y a des critères qui ne me conviennent pas en sélection, je ne vais pas être trop catégorique, comme par exemple des critères esthétiques. Choisir des reproducteurs parce qu'ils ont gagné des expositions ou ce genre de choses, c'est pas forcément le meilleur critère. Déjà, c'est ce genre de sélection qui peut aboutir à ce qu'on appelle de l'hypertype. Donc l'hypertype, en fait, c'est de se dire, bon, bah, à un moment donné, je prends l'hypertype très facile à comprendre, c'est le berger allemand, où on se retrouve au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de la sélection, avec des bergers allemands qui ont un dos effectivement de plus en plus baissé. Pourquoi? Parce que un jour, un ou plusieurs juges ont promu un berger allemand qui avait un dos un peu baissé, et au fur et à mesure du temps, ce sont ces bergers allemands qui étaient de plus en plus typés bergers allemands, mais typés bergers allemands, ça veut dire hyper typés, qui ont été promus. Mais le problème, c'est que cet hypertype, généralement, il est accompagné de tout un tas de problèmes de santé. Forcément, on se doute bien, si je reprends de nouveau ce cas-là, que un chien qui a un dos qui va être penché, qui aura les hanches plus basses, pourrait souffrir au niveau de son dos, pourrait souffrir au niveau de ses aplombs, tout un tas de choses. Un autre exemple d'hypertype qui est bien connu, c'est toutes les races brachycéphales, donc les races qui ont le nez écrasé, que ce soit le carlin, le cavalier King Charles, même le bichon, en fait, ils ont un nez qui est trop petit par rapport à la taille de leur crâne. Et ces hypertypes, leurs causes peuvent causer, pas à tous les chiens, mais elles peuvent causer tout un tas de souffrances, notamment au niveau respiratoire. Donc, c'est pas à 100% des cas, mais moi, personnellement, je trouve ça dommage de prendre le risque d'avoir des chiens qui ont des problèmes de santé, d'avoir des chiens qui souffrent, juste pour un idéal esthétique, surtout quand on sait que l'esthétique, c'est quand même vraiment subjectif. Ce qui est beau pour l'un ne l'est pas pour l'autre, etc. Maintenant, pour moi, il y a d'autres problèmes de sélection. Il n'y a pas que la sélection sur l'esthétique. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, je fais de la sélection sur le travail. Alors, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on entend par sélection sur le travail. Si la sélection sur le travail, c'est choisir le petit malinois qui va mordre le plus fort dans la loque et qui va pas la lâcher, et c'est celui-là qu'on va choisir comme reproducteur, est-ce qu'on n'est pas en train de sélectionner des traits de caractère qui ne vont pas être adaptés à des chiens de famille, alors qu'on sait qu'après, la plupart de ces chiens vont se retrouver en famille. Donc voilà, la sélection, pour moi une sélection correcte, une sélection éthique, c'est ça, ce serait sélectionner des chiens en bonne santé et des chiens qui ont un comportement stable, des chiens qui peuvent vivre en famille, peuvent s'intégrer à une famille. Donc voilà, pour moi, ce serait vraiment ça. Ça, c'est déjà l'éthique de la sélection. Après, au niveau éthique, il y a tout un tas d'autres choses qui peuvent entrer en ligne de compte, comme par exemple les conditions de vie.
ça fait partie de l'éthique. Est-ce que les chiens vivent, moi j'ai vu des photos d'élevage, des vidéos d'élevage, les chiens sont dans le garage, vivent à 15 dans le garage, dans des cages. Est-ce que c'est éthique? Je pense pas. Donc voilà, les chiens peuvent vivre en famille. Il peut y avoir des élevages qui font du très bon travail avec des chiens qui vivent en extérieur, par exemple, mais qui ont des contacts sociaux réguliers avec les humains, puisque le chien a besoin d'avoir des contacts avec les humains, surtout si ce qu'on fait, ce sont des chiens qui sont après destinés à vivre avec des humains. Donc ce lien est vraiment important. Et aussi à condition que les parcs soient suffisamment grands, parce que les chiens sont des animaux sociaux, mais ils ont un peu comme les humains aussi, ils sont sensibles au stress de densité sociale. Donc trop d'individus dans un trop petit endroit, ça crée un stress. Un stress qui peut être invisible, mais ça crée du stress. Ça peut créer des conflits, ça peut créer tout un tas de choses. Donc ça, moi, c'est quelque chose auquel je suis vraiment hyper vigilante, c'est les conditions de vie. Dans quoi vivent les reproducteurs. Point de vue éthique aussi, on peut se poser la question de la fréquence des portées. Est-ce qu'on fait alors, la loi prévoit qu'on peut faire reproduire une femelle tous les ans, une fois par an, d'accord. Mais est-ce que c'est pas beaucoup? Est-ce que le temps que la femelle puisse se remettre, tout un tas de choses, la fréquence des portées, le nombre de portées aussi, si on a des femelles qui vont faire X portées, parce que certains élevages, je dis la loi prévoit une fois par an, mais certains, j'ai pas envie de parler d'élevage parce que c'est mettre un peu tout le monde dans le même palier, je vais plutôt parler de marchands de chiens, des producteurs de chiens, c'est vraiment des gens qui font un produit, le produit chien, et qui le vendent. Donc, ils vont faire reproduire leur femelle 2 fois par an. Mais ça a un impact sur la santé de la femelle, ça a un impact aussi sur son comportement avec les chiots, et donc, comme on a dit, ça aura un impact sur le comportement de votre chiot. C'est pas quelque chose qui est négligeable. Donc, la fréquence, qu'est-ce qu'ils font au niveau de l'élevage avec les retraités d'élevage aussi. Je trouve que c'est une bonne preuve de l'amour que les éleveurs peuvent porter à leurs animaux. Est-ce que les retraités après l'élevage, parce que vous savez bien qu'une femelle ou même un mâle ne peut plus reporter ne peut plus reproduire après X années. Donc finalement, c'est quelque chose qui devient, si on parle en termes de coût-bénéfice, ça devient une charge, c'est un coût. Est-ce que les éleveurs gardent leurs retraités d'élevage? C'est un bon indice, je trouve. Ou est-ce que les éleveurs, quand les chiennes ne peuvent plus reproduire, les chiennes sont vendues ou données? Donc, ou euthanasie, ça arrive aussi. Donc, je trouve que ça, c'est des choses qui sont importantes à regarder. Et justement, tu as parlé être éleveur entre un petit élevage familial, voilà, et les personnes qui fournissent les salons du chiot, les animaleries. Donc, c'est deux mondes, on est bien d'accord. Donc, c'est plutôt quoi, un truc de professionnel ou un truc de passionné? Comment on peut répondre à cette question? Mais pour moi, ça doit être les deux, en fait. Donc, être éleveur, c'est quelque chose qui doit être fait avec professionnalisme, d'accord? Donc, parce qu'on doit faire attention à la sélection, comme on a parlé. Il faut faire attention. Enfin, être éleveur, c'est pas juste mettre kiki sur pupus et avoir des chiots et puis les vendre, quoi. Il y a un minimum de recherche, un minimum de connaissances à avoir, connaissances en génétique, connaissances en termes de maladies, connaissances en termes de comportement canin aussi. Donc, c'est un travail qui doit être fait de façon professionnelle. On ne peut pas s'improviser, d'accord? Mais de la même manière, je pense que être éleveur, c'est un travail de passionné. Si on n'a pas cette passion du chien, si on est éleveur juste pour gagner de l'argent, forcément, on va plutôt se retrouver du côté des marchands de chiens. Le chien devient un produit et du coup, l'importance dans l'histoire, c'est la transaction, c'est l'argent qu'on en obtient. Donc pour moi, être éleveur, c'est un travail de professionnel passionné. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les tests de santé? Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Les tests de santé, en fait, il faut se dire que, comme on a parlé sur les races, si on parle vraiment de races, la sélection génétique de ces races fait que parfois, il y a certaines maladies qui peuvent être génétiques et qui vont se retrouver donc plus fréquemment dans certaines races. D'accord? Je pense par exemple, il y a des choses aussi qui sont un peu clichés, on va dire par exemple la dysplasie de la hanche et le berger allemand, alors que le berger allemand n'est pas la race la plus touchée par la dysplasie de la hanche par exemple, mais néanmoins elle existe. Et il peut exister tout un tas de tests qui permettent en fait de savoir, là au niveau de la dysplasie par exemple, il y a déjà les radios. On peut faire radiographier les chiens au niveau des hanches, au niveau des coudes et au niveau de la colonne vertébrale aussi, parce qu'il y a tout un tas de déformations des articulations qui sont génétiques.
et qui du coup, à partir du moment où on fait ces dépistages, on fait les radios et qu'on voit le chien va être sain d'un point de vue dysplasie, donc il va être A ou B, par exemple, sain ou sensiblement sain, mais ce chien-là aura quand même beaucoup de chances de produire un chiot qui n'aura pas de dysplasie. Si ces radios permettent aussi de remarquer, par exemple, que le chien va avoir une dysplasie sévère ou modérée. À partir du moment où les chiens qui ont des dysplasies sévères ou modérées ne sont pas admis à la reproduction, eh bien, on a quand même moins de chances de retrouver dans les chiots des dysplasies. Ok. Donc ça, c'est l'exemple vraiment radio. Mais il existe, on ne faut pas se focaliser que sur les radios. Maintenant, c'est incroyable, il y a des laboratoires qui permettent de tester vraiment un panel de maladies génétiques qui est assez incroyable. Et ça se fait sans douleur pour les chiens. C'est un échantillon, c'est frotté au niveau de la babine et puis c'est envoyé en laboratoire. Et on peut voir si les chiens, je pense à une maladie, le nanisme par exemple, est-ce que les chiens vont être atteints? Ben ça se voit. Donc ces chiens-là vont pouvoir être exclus, mais on peut aussi être ce qu'on appelle porteur sain pour certaines maladies. Porteur sain, ça veut dire que, en fait, d'un point de vue génétique, je ne sais pas si c'est pas, voilà, si je pars pas trop loin, Non, mais d'un point de vue génétique, si on regarde, on a la moitié de l'information qui vient de notre père, la moitié de l'information qui vient de notre mère, d'accord? Donc sur un gène, il y a à chaque fois 2 allèles, ok? Et du coup, on peut être porteur d'une maladie d'un côté et sain de l'autre, ok? Ce qui fait que physiquement, ça ne se voit pas. Mais à l'intérieur, dans notre génétique, on est porteur. Si on met un porteur sain, on reproduit avec un porteur sain également, et qui font des petits, on risque d'avoir dans le lot des chiens qui vont être sains, des chiens qui vont être porteurs sains, mais également des chiens qui vont être porteurs, et donc pour lesquels la maladie va s'exprimer. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair. Mais parfois, c'est vraiment hyper important, même si on a des chiens qui, physiquement, ont l'air sains. Ça ne veut pas dire que d'un point de vue génétique, il ne faut pas aller creuser. Donc tout ça, c'est un tas de choses qui sont vraiment hyper importantes pour la santé de votre futur chiot. Et ces informations sur les tests à faire, on peut les retrouver chez son vétérinaire, dans le club de race, en demandant à plusieurs éleveurs sérieux. Et ce qui est vraiment super important, je trouve, c'est ne pas hésiter, si on va chez un éleveur, à demander à voir les résultats des tests. Demander à voir les résultats des radios. Il y a toujours des attestations pour montrer, bon voilà, les parents, ils sont comme ça. Parce que c'est facile de dire les parents sont testés et de ne jamais le prouver, de ne pas le montrer. Très bien. On a parlé des conditions de la vie des chiens adultes, de l'élevage qui vont avoir un impact sur le chiot. On en a déjà un peu parlé sur la femelle stressée, fatiguée, la violence, etc. Est-ce que tu veux quand même, il y a quelque chose que tu aurais omis? Sur les conditions de vie des adultes? Oui, et de l'impact sur le chiot. Oui. Honnêtement, les premiers mois de vie, c'est ce qui est le plus important pour un être vivant. Et du coup, les conditions de vie des chiots au sein du groupe et des autres membres du groupe, c'est vraiment hyper important. On a parlé beaucoup de la mère qui a un impact sur les chiots, mais si les chiots sont en contact d'autres adultes, le comportement de ces adultes a aussi un impact. Si on a des chiens qui sont stressés, ils peuvent aussi avoir parfois des réactions violentes vis-à-vis des chiots, ce qui peut les marquer vraiment durablement. Ces conditions de vie précoces, en fait, si on veut, quand on vient à la vie, quand on est, évidemment, le corps n'a pas fini de se développer, on grandit. Ça, on y pense souvent. Mais ce qu'on pense un peu moins, c'est que le cerveau aussi n'a pas fini de se développer. Okay, le cerveau va continuer à grandir jusqu'à X temps après notre naissance. Et notamment, au niveau du cerveau, la zone orbitofrontale à l'avant, qui n'a pas fini de se développer et qui est une des dernières zones à se développer. D'accord? Et cette zone, il se trouve que c'est celle qui fait notamment, c'est le centre de gestion des émotions et le centre des comportements sociaux. D'accord? Donc c'est vraiment une zone qui est hyper importante. Et on a pu remarquer que sur des individus qui ont subi du stress précoce ou de la violence précoce, d'accord? Donc la violence c'est physique ou c'est violence psychologique, hein, donc c'est vraiment du stress dans sa globalité. Cette zone, le cortex orbitofrontal, était atrophié. Il était moins développé que chez des individus qui n'avaient pas subi ce stress précoce. Du coup, à partir du moment, plus le cortex orbitofrontal est, moins le cortex orbitofrontal est développé, on va dire, et forcément moins l'individu va être capable
de gérer ses émotions, et moins l'individu sera capable d'avoir des comportements sociaux acceptables. Donc réellement, on s'est rendu compte que chez ces individus avec le cerveau qui était moins bien développé, il y avait une hausse des comportements agressifs, par exemple. Parce que le cortex orbitofrontal, si on veut, au niveau cérébral, c'est un peu le modérateur des comportements agressifs. Naturellement, un animal doit être agressif pour survivre, d'accord, pour son autodéfense, et un espèce de modérateur, surtout dans les relations sociales, qui va permettre de temporiser un petit peu ça. Et moins il est développé, moins il peut faire ce rôle de modérateur. Donc réellement, les premiers mois de vie ont un impact très fort, si on simplifie, sur le développement du cerveau. Et moins le cerveau a pu se développer, moins le chien va être capable de gérer son stress et moins le chien va être capable d'apporter une réponse non agressive à une situation stressante. Je te rejoins complètement. Pour avoir étudié aussi le système nerveux, il va y avoir une fenêtre de tolérance beaucoup plus petite selon ce que l'individu a vécu dans les premiers mois. Alors, on a une petite question. Pourquoi la majorité des éleveurs vendent les chiots à 2 mois alors qu'il y a 40 ans, ils ne les vendaient pas avant 3 mois? Est-ce que tu as la réponse? Alors, moi, je ne suis pas dans la tête de la majorité des éleveurs, donc je ne peux pas répondre à pourquoi. C'est peut-être une question de rentabilité, une question de place, une question de temps, je n'en sais rien et je veux juger personne. Donc, je pense qu'il vaut mieux demander, alors, si on trouve un élevage qui nous convient et qu'on voit que les chiots sont cédés à 2 mois, poser la question du pourquoi. Je ne peux pas répondre à leur place. Néanmoins, effectivement, ce serait préférable, à condition que les conditions de vie soient vraiment optimales pour le chiot, qu'on soit bien d'accord, que les chiots soient cédés à un âge plus tardif. Justement parce qu'on parlait de la période d'attachement qui dure jusqu'à 4-5 mois. Donc, plus le chiot est cédé tôt et plus c'est difficile pour lui de quitter sa fratrie, son environnement, sa mère. D'accord? Donc ça, c'est vraiment... je suis d'accord qu'il vaudrait mieux que les chiots soient cédés à 3 mois, mais il faut alors que les conditions de vie du chiot soient vraiment optimales. C'est ça. Mais ça parce ne répond pas à la question pourquoi. Oui, non, mais totalement, parce que dans un élevage où les conditions sont pas réunies, vaut mieux qu'ils partent plus tôt pour le coup. Si l'humain va être présent, va être chaleureux, va avoir pris des congés, va dormir avec, va être dans l'amour tout simplement, ça sera mieux cette situation-là qui reste encore plus longtemps dans des conditions pas top. Et on nous parle également du programme d'Oceocia. Quel est-il? Qu'est-ce qui est mis en place? Donc ça, ben justement, la socialisation, en quoi est-ce important? Est-ce que tu peux déjà nous définir la socialisation et nous en dire plus? Oui. Alors moi, la socialisation, quand je l'explique, j'aime bien prendre un exemple très imagé. Quand on vient à la vie, notre dictionnaire, il est vide. Okay, donc, en fait, on connaît rien. Le dictionnaire est vide. Le principe de la socialisation, ça va être justement d'écrire des choses dans le dictionnaire. Donc, toutes les expériences qu'on aura vécues, on va pouvoir les écrire dans notre dictionnaire. Okay, et il faut savoir que la fenêtre de socialisation, donc le moment pendant lequel on écrit facilement des choses dans le dictionnaire, si on veut simplifier, ça va généralement de 0 à 3 mois. Après, elle va se réduire quand même considérablement. C'est pas impossible d'écrire de nouvelles choses dans le dictionnaire, mais c'est plus compliqué. C'est le même principe chez les humains, c'est plus facile d'apprendre une langue quand on a 2 ou 3 ans que d'apprendre une langue quand on a 70 ans. C'est exactement la même chose. Il y a toujours ce qu'on appelle une plasticité neuronale, d'accord? Donc le cerveau reste plastique même après un certain âge, mais forcément, c'est plus facile quand on est jeune. Okay, donc, la socialisation, c'est vraiment ça, c'est écrire des choses dans le dictionnaire. Maintenant, je mets une petite nuance, parce que dans le dictionnaire, on peut écrire les choses en rouge ou on peut les écrire en vert. D'accord? Donc, à partir du moment où on va vivre une expérience, je pense par exemple un chien, les chiots vont rencontrer un autre chien, donc ils vont écrire dans le dictionnaire chien. Ok, ça c'est quelque chose qui est connu. Si cette expérience est désagréable, si c'est vecteur de stress ou quelque chose, le mot chien, il va être écrit en rouge. D'accord? Une fois, 2 fois, 3 fois, ça va être écrit de plus en plus grand en rouge. D'accord? Par contre, si l'expérience est positive, le mot chien va peut-être être écrit en vert. Et ce qui est vraiment important quand on parle de socialisation, c'est que le dictionnaire du chiot soit le plus complet possible, bien sûr, mais que tout soit écrit en vert. Donc, toutes les expériences doivent être positives. Et une des règles pour que les expériences soient positives, c'est qu'il faut y aller doucement. D'accord? Si on prend son chiot et qu'on va dans un marché avec plein d'humains,
humain, ça va être écrit en rouge, c'est clair, parce que c'est trop. Il y a trop de bruit, trop de gens, tout le monde qui va le toucher, etc. Ça ne va pas être une expérience positive. Donc finalement, on a fait la socialisation à l'envers. On a appris à notre chiot que les humains, c'était quelque chose qui était potentiellement dangereux. Tandis que si on présente des humains un par un, petit à petit, des gens calmes, bienveillants, avec qui ça va bien se passer, ben là, on a quand même beaucoup plus de chances d'écrire cette expérience en vert. Donc la socialisation, c'est quelque chose qui doit se faire de façon très progressive et qui doit se faire de façon 100% sécurisée pour le chiot. Donc il y a toute une partie qui doit se faire à l'élevage, forcément, et c'est, pardon, le côté sécurisé va être facilité à l'élevage par la présence de la maman, parce que la mère, c'est un être d'attachement de sécurité, mais en dehors de l'élevage, l'humain d'attachement est aussi une personne sécurisante, à condition qu'il se comporte correctement avec son chiot, je précise évidemment. Donc ça doit se faire toujours 100% en sécurité. Donc, admettons, c'est quelque chose que j'entends souvent aussi, il faut confronter le chien à ses peurs. Si ton chiot a peur de quelque chose, par exemple, il a peur d'une poubelle, eh ben, tu le prends, tu le mets devant la poubelle et tu le caresses pour qu'il comprenne que c'est pas dangereux. Non, non, pas comme ça que ça fonctionne. Là, on a juste appris deux choses à notre chiot. Ben, déjà, il est terrorisé parce qu'il a peur de la poubelle. Et en plus, on lui a appris qu'on n'était pas quelqu'un de confiance parce que s'il a peur de quelque chose, nous, on l'oblige à aller voir le quelque chose. Donc ça, c'est pas comme ça qu'on fonctionne du tout dans la socialisation. Le chiot doit être à l'aise et la sécurité chez le chien ou chez n'importe quel individu passe également par la distance. D'accord? Plus l'objet de notre peur est éloigné, et moins on a peur. C'est assez logique. Si on a peur d'une araignée et que l'araignée est sur un mur à 5 mètres, elle nous fera moins peur que si l'araignée est posée devant nous sur le plan de travail, par exemple. C'est logique. Et donc notre réaction va être différente aussi face à ça. Donc cette socialisation doit se faire de façon progressive, 100% en sécurité, et parfois, pour certaines choses, si le chiot en a peur, à distance. Et puis progressivement, plus le chiot va se rendre compte que c'est quelque chose qui est inoffensif, plus il va faire des associations positives avec cette chose, plus la peur va diminuer en fait, et plus forcément cette distance va pouvoir se réduire. Mais on va toujours travailler au rythme du chien, au rythme du chiot, pas au rythme qu'on s'est mis nous dans la tête. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question sur la socialisation. Oui, oui, non, c'est tout ce que tu as dit, c'est très important. Et c'est vrai que moi, je trouve que quand il y a un chiot qui, par exemple, qui était dans un élevage à la campagne et qui se retrouve en ville, ce que j'avais pu expérimenter, c'est que la personne nous avait contacté et yes, j'étais pas professionnelle à l'époque, mais on a juste fait une balade et la simple présence de yes avait fait que le chien a lâché tu vois, comme si ça prenait un relais de la mère et a lâché le comportement inhibé pour s'aventurer petit à petit. Ça avait vraiment marché. C'était un autre chiot. Donc parfois un chien bien dans ses pattes, un chien adulte, ça peut aider aussi à découvrir les choses tout simplement. Je sais pas ce que tu en penses, mais oui, ben, c'est une figure rassurante. Et les chiens sont des animaux sociaux, donc ils apprennent beaucoup par mimétisme, surtout quand ils sont petits. Donc forcément, si on met un chiot au contact d'un chien qui n'a pas peur, il aura plutôt tendance à bénéficier de ça. Donc il y a du mimétisme et de la contagion émotionnelle toujours. Par contre, si on met le chiot face à un individu adulte qui va présenter de la peur, eh bien ça fonctionnera aussi dans ce sens-là. Donc je suis tout à fait d'accord. Un individu adulte équilibré, ce qui n'est pas toujours facile à trouver, c'est quelque chose qui peut être rassurant par mimétisme, par contagion émotionnelle. Et je te rejoins là où tu dis que souvent, pour les chiens qui arrivent en ville d'élevage, c'est quelque chose qui est très compliqué, mais c'est 1000 fois vrai, parce que les élevages, surtout les gros élevages, en raison des normes, vont généralement se retrouver à la campagne et parfois même dans des endroits qui sont très isolés, donc dans des endroits qui sont peu bruyants, qui sont calmes, ils sont même s'ils vivent en famille, dans des bonnes conditions, ils sont dans une espèce de petit cocon. Et puis c'est des chiens qu'on prend de leur cocon à un âge très jeune et qu'on va mettre dans un environnement qui est beaucoup plus bruyant, beaucoup plus perturbé en ville où il y a des bruits de voitures, des gens, du mouvement. Et c'est quelque chose qui est extrêmement stressant pour un chien. Ça, c'est clair. Et parfois même d'arriver, moi je vois ma petite dernière dont on a parlé, elle vient d'un élevage qui est fort éloigné, j'habite à la campagne, mais rien que le fait de voir une voiture, alors que j'en ai très peu qui passent chez moi, c'était quelque chose qui était très éprouvant pour elle au début. Donc il faut faire attention aussi à notre référentiel d'humain pour ce qui est, nous, quelque chose qui n'est pas perturbant ou qui ne va pas être trop, de notre point de vue, peut très vite être trop pour le chiot, qui n'a pas le même référentiel. Alors,
alors, je regarde l'heure, on va bientôt arriver à l'heure. En rapide, tu pourrais du coup nous dire quelles sont les clés pour choisir un bon élevage, comment s'y retrouver? Mais, les clés, regardez le direct, hein. Non, je plaisante. Mais les clés, c'est regarder les conditions de vie des adultes, qui doivent être le plus positif possible. Regarder quel est le travail de socialisation précoce qui est mis en place par l'éleveur, donc dont on a discuté déjà tout à l'heure. Regarder ce qui est fait au niveau des tests de santé. Regarder aussi ce qui est fait, on n'en a pas parlé, mais au niveau de l'élevage, l'importance de la consanguinité. Parce que forcément, pour fixer des races, il a fallu fixer une certaine consanguinité. Et alors, tous les tests pour les maladies, il y a des laboratoires qui permettent aussi de calculer la consanguinité réelle d'un chien. Et alors, parfois, enfin, il faut savoir que dans les races, en moyenne, le taux de consanguinité réel est de 25%. Donc, c'est énorme. Hein, 25%, c'est vraiment très fort. Et il y a moyen d'essayer d'avoir un taux plus réduit de consanguinité parce qu'il y a tout un tas de problèmes de santé qui sont aussi liés à cette consanguinité. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Pour choisir un bon élevage, ben, déjà, rendez-vous sur place. Regardez sur Internet s'il y a des photos, s'il y a des vidéos. Si c'est le cas, est-ce que c'est des photos en expo ou est-ce que c'est des photos des chiens toujours dans le jardin ou est-ce que c'est des chiens qui sortent, vous voyez des photos, des vidéos en balade? Discuter avec l'éleveur, regarder un peu quelle est son approche, est-ce qu'il est bienveillant avec ses chiens de manière générale, ça c'est vraiment important. Euh, donc voilà, faites-vous éventuellement aider par un professionnel, ça on l'a déjà dit Le aussi. nombre de races aussi, si il y a toutes les races Ouais, sur Internet. c'est clair. Et- On est difficilement passionné de 15 races. Est-ce que vous pouvez voir les chiots? Ça peut paraître bête, mais il y a beaucoup d'endroits où on ne voit pas l'endroit où vivent les chiots, en fait. Quand on vient chercher son chiot, les chiots ont été mis dehors, mais ils sont élevés totalement ailleurs. Par exemple, dans un hangar à l'arrière, ou même pas sur ce Mm, site-là. Je veux dire, quand on va chercher un chiot en animalerie, il a été élevé où mm, ce chiot? Il vient d'où? Quelles sont ses conditions de vie? On n'en savait rien. mm, Donc, c'est vraiment important de voir de ses yeux où le chiot vit et pas juste le chiot. mm. Conditions de vie, conditions de transport. Souvent pour les chiens qui viennent des pays de l'Est, c'est rien que le voyage, c'est pas top. Alors, pour terminer, les petites questions rituelles. Déjà, si tu avais un conseil, un message à nous transmettre sur ce thème ou sur un autre thème, ce serait lequel? Euh, mais, ouais, un message, ce serait surtout réfléchissez. Est-ce que vous avez la place dans votre vie pour un chien? Ça, je pense que c'est vraiment le plus important. Euh, c'est euh, c'est un être vivant. C'est pas un objet. C'est vraiment quelque chose. Ça prend du temps. C'est un engagement à long terme. Donc réfléchissez avant d'adopter un chien. Surtout s'il vient d'un refuge, je dirais c'est pratiquement encore pire d'adopter un chien de refuge pour le ramener au refuge quelques jours après parce que finalement on a changé d'avis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, un message que je tiens à faire passer. Réfléchissez avant d'adopter. Et si vous adoptez, réfléchissez où vous adoptez. Je veux dire, adopter, c'est quelque chose, adopter un chien, quel qu'il soit, c'est pas une décision qui se prend sur un jour ou qui se prend sur une semaine. C'est peut-être même pas une décision qui se prend sur un mois. C'est vraiment une décision qui doit être mûrement réfléchie. Et si on est en couple, c'est une décision qui doit être réfléchie à deux. Moi, souvent dans mes bilans, moi, c'est le chien de monsieur ou c'est le chien de madame. Moi, je m'en fiche. Ben oui, mais malheureusement, le chien, il vit avec les deux personnes. Donc, les deux personnes ont un impact sur le chien. Si on a un des deux qui ne le désire pas, c'est un problème. Et si tu étais à ma place, qui aimerais-tu interviewer? J'aimerais interviewer Corinne Martin. Je ne sais pas si elle est déjà passée chez Non, toi, elle mais n'est pas c'est passée, intéressant. elle n'est pas mais très bien. Écoute, avec plaisir. Je ne sais pas quel âge ont tes chiens. Ah ben, j'en ai une qui a 9 ans, un qui a 5 ans et l'autre, la petite dernière, qui a 2 ans et demi. Parce que le prochain sujet sera justement comment bien accompagner nos chiens seniors. Ah non, mais demain, elles sont Euh, loin d'être seniors, dis donc. mais je demandais. Mais donc voilà, ça sera avec Marion de Meute Citadine qui va prendre ton fauteuil. Merci beaucoup, Charlotte, c'était top. Je mets le replay dans la foulée, il sera en ligne, on pourra le partager.
Je te remercie encore. Je remercie à tous d'être venus. Et puis, comme disait mon grand-père, prenez ce que vous voulez et laissez le reste. Bonne journée. Ciao tout le monde. Bonne journée, merci. Salut Charlotte. Merci Olivier. Salut.